Cette nuit, Europe, nous voilà. Moïse, es-tu là? Bref, voilà qui est annoncé. Métropolis et la véritable histoire de Moïse. Arte, dessine-moi l'hiver. Vendredi. Au début, ce n'était pas bien méchant. Juste une fois, de temps en temps, pour voir la vie en rose. Et puis, de réveil en replonge, c'est la descente aux enfers pour Yann. Quelques grammes de délire, vendredi à 20h45. Février, à la voile et à la vapeur. Papa Wemba et Marcello Mastroianni. Le meilleur de Schlöndorff et le pire des momies. Le grand Ray Charles et les petits bébés. Un père épaisse, Charles Quint en théma et Gisèle en tutu. Bref, Arte est fière de l'être. Tout de suite, vous reprendrez bien un petit doigt de culture. aujourd'hui dans Métropolis, Europe nous voilà. Qu'attendent les artistes de l'Europe centrale, de l'Est et du Sud d'une adhésion de leur pays à l'Union européenne? Aujourd'hui, la République tchèque. Doris Dery, réalisatrice de renom, et son doublé bouddhiste. Avec un ballet, on ne nettoie pas seulement le sol, mais aussi son cœur. Cinéma. L'art croise la science. Les hommes insectes de Yann Fabre, artiste belge touche-à-tout, peuplent le Museum of Natural History de Londres. Mais d'abord, à Berlin, l'avènement d'une nouvelle ère théâtrale. Berlin est redevenue la métropole du théâtre en Allemagne. Une nouvelle troupe débute à la Schaubühne. C'est peut-être une nouvelle époque. La Schaubühne est le théâtre le plus connu de la partie occidentale de la capitale. Sous la direction artistique de Thomas Ostermeier et Sacha Waltz, il n'est pas simplement question de théâtre nouveau, mais de mettre en place une nouvelle structure. Déjà, la première du premier spectacle est une surprise. C'est Chor, un ballet de Sacha Waltz. La nouvelle Schaubühne est une sorte de modèle, où la danse et la comédie occupent la même place et ont les mêmes droits. Il n'y a pas de suprématie de la parole sur le corps. J'ai le sentiment que lorsque le corps ou lorsqu'un groupe de corps parle, il se crée certaines associations, des histoires. Pour être tout à fait concret, pour moi, ce sont presque des images religieuses, comme des images du paradis ou de l'enfer. Enfin, des images imaginaires, mais qui sont importantes pour moi, parce qu'elles disent plein de choses sur notre espoir, nos rêves, nos angoisses. Unsere Ängste. Mais ce qui pour nous compte peut-être le plus passionnant, c'est tout ce qui s'offre à nous, tous ces rêves que l'on fait quand on voit cet espace. Je veux dire cet espace scénique, avec cet imaginaire autour des pièces. Pour moi, c'est une situation idéale. Sacha Waltz, avec un corps de ballet plus étoffé, passe à une autre dimension. Du théâtre off à la scène institutionnelle, Körper est une pièce abstraite qui analyse l'idée du corps parfait. Un nouveau départ courageux, plein d'espoir, avec une troupe de danse internationale.
La Schaubühne était jusqu'à présent la Mecque d'un public ambitieux et intellectuel, mais on commence à entendre un autre son de cloche. Par exemple, ces dernières années, l'humour ne brillait pas par sa présence. La metteur en scène suisse Barbara Frey répète Uburoi d'Alfred Jarry, une farce centenaire sur le pouvoir et les intrigues. De grands acteurs se lancent dans un chahut insolent et ambivalent. Ist doch ganz schön schön. Ja, Mutter Ubu, da hast du recht behalten. Wir gucken es mal in der Variante an. Ja, nachher müssen wir einfach gucken, welche Texte da, Ja, wie wir es genau, machen. was noch dazu kommt. Ubu ist ein Stück, in dem es Ubu parle de la petite bourgeoisie, de la mégalomanie et de l'infantilisme. und Infantilismus. Und meiner Meinung nach ist der Infantilismus. Selon moi, c'est l'infantilisme qui nous marque le plus, moi en tout cas. Nous avons installé la pièce dans une salle de séjour pour renforcer cet effet petit bourgeois et pour souligner que c'est l'univers d'un homme médiocre. Ça veut dire qu'il s'agit aussi des désirs que l'on peut avoir, des choses dont on a envie, et surtout de tout ce qui ne marche pas. Parce que Ubu est quelqu'un qui veut dominer le monde, et nous montrons que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Conquérir le monde, c'est aussi le désir de cette jeune troupe. Gagner un nouveau public tout en conservant les habitués. On sait qu'être roi, ce n'est pas seulement beau, que c'est aussi dur. Le metteur en scène est à la batterie, ça promet du son et du rythme. À 31 ans, Thomas Ostermeier est certainement le plus jeune directeur de théâtre pour une troupe aussi importante. Son succès à la petite baraque du théâtre allemand de Berlin a été une consécration internationale. Une fois de plus, il s'attaque à l'essentiel. Avec Lars Norrens et Cercle restreint 3-1, il ne met pas en scène un drame, mais un état de fait. Ich bin auch nicht gefährlich, außer für mich selbst. Naja, macht wohl nichts. Gibt Schlimmeres. Habt ihr vielleicht eine Zigarette? Ja, so, ich hab eine Kemme. Ohne Höcker. Pendant les répétitions, pour parler de la pièce, j'emploie souvent le mot impressionnisme. Il y a des personnages fugaces, des étoiles filantes qui se retrouvent mélangés au courant général de cet endroit. Ils entrent, sortent de scène, puis se font oublier. Et puis il y a aussi des personnages dont nous suivons la biographie avec plus d'intérêt. Hände nach vorne. Schön laut die Musik. Zügiger hochgehen rückwärts. Cercle restreint 3-1, c'est le nom d'un groupe de travailleurs sociaux suédois qui s'occupent des sans-logis, des shootés, des existences brisées. Nee, du bleibst, Marina. Genau, jetzt zusammenschwanken. La particularité de cette pièce, c'est qu'il s'agit de personnages qui ont leur apogée, la phase active de leur vie derrière eux. Il s'agit d'existences vouées à l'échec, qui tentent un nouveau départ, de gens qui ont envie de redémarrer, de se rassembler pour changer le monde et prendre leur destin en main, qui croyaient à la transformation du monde et qui ont échoué ici. Direction artistique collective, lecture commune des pièces, autogestion et transparence. De nouvelles structures devraient accélérer la créativité. Wir dürfen nie vergessen, dass es sich hier ein Haus handelt, in dem Kunst gemacht wird und dass das. Nous n'avons pas le droit d'oublier que nous sommes ici dans une maison où on fait de l'art, pas dans un État qu'il s'agirait de diriger. C'est en fait une méthode de travail. On essaye ici de lutter contre l'espèce d'aliénation qui règne dans les entreprises modernes de théâtre. Manchmal ist das Leben wild, manchmal ist das Leben schön. Yes, man.
Profitant de l'occasion qui leur est donnée de trouver de nouvelles formes, la troupe court beaucoup de risques. En s'investissant à fond, le nouvel ensemble ose produire du théâtre contemporain et politique. Un début prometteur qui devrait rendre le théâtre aussi attractif que le cinéma. Le 28 mars, Arte consacrera toute une soirée à la Schaubühne. Renouveau ou perte d'identité? Pour le premier volet de notre série consacrée aux pays de l'Europe de l'Est candidats à l'Union européenne, Métropolis a rencontré des artistes de Tchéquie. Une Trabant à l'ambassade d'Allemagne de Prague. L'histoire mondiale coulée dans la fibre de verre par l'artiste tchèque David Černý, Quo Vadis. L'ambassade il y a 10 ans. Des milliers de citoyens de l'ex-RDA viennent s'y réfugier. Le mur tombe à Berlin. Le régime communiste de Tchécoslovaquie s'effondre à son tour en novembre 1989. Depuis, les artistes de l'actuelle République tchèque peuvent suivre la voie qu'ils ont choisie. Aujourd'hui, la Tchéquie voudrait rejoindre l'Europe. Quelles conséquences cela aurait-il pour l'art et les artistes? Ce que je pense de l'Europe, c'est une idée qui m'a toujours plu. D'abord, l'Europe a une jolie forme. Quand j'étais enfant, j'avais une grande carte au-dessus de mon lit, de 2 mètres sur 3. Et je me couchais toujours de façon à la voir. Vue comme ça, elle ressemblait à une jolie poupée. On dit que la Tchéquie est le cœur de l'Europe, mais je crois qu'on est plutôt au niveau des fesses. Il faudrait remonter la pente. On pense surtout à Prague, la ville d'or, lorsqu'on parle du cœur de l'Europe. La capitale de la Tchéquie est le centre économique et culturel du pays. La ville de Kafka et de Smetana n'a rien perdu de son attrait. Pour les artistes et les intellectuels, il serait inimaginable de vivre ailleurs. L'art tchèque, c'est celui de Prague. Dans la ville, on prend le pouls de notre époque. On a les contacts. Je crois que Prague est un carrefour. Prague n'est ni à l'est ni à l'ouest. C'est un concentré du pire des deux côtés. L'horreur de la mondialisation, de la consommation et aussi un provincialisme bon marché. Mais j'aime bien ce côté bâtard. Le roman Engel Exit de Jáchym Topol est adapté pour le cinéma. Un film dogma réalisé par un cinéaste tchèque en vue, Pavel Michalek. Jáchym Topol a 38 ans. Fils du dramaturge Josef Topol, c'est le poète et l'écrivain le plus célèbre de sa génération. Engel Exit fait le portrait d'une société qui se désagrège. Ce quartier est une sorte de ghetto de tziganes. Le personnage principal y habite, mais par hasard. Le roman n'a rien d'un documentaire. C'est un film d'aventure sur le Prague d'aujourd'hui. Prague, 10 ans après l'effondrement du communisme. Le centre ressemble à celui des autres métropoles d'Europe de l'Ouest. Un commerce prospère, mais beaucoup d'exclus. La population ne croit plus à la politique. L'incapacité du gouvernement à négocier empêche toute réforme. Pour les artistes tchèques, l'entrée dans l'Union européenne devrait apporter un nouvel élan. Nous sommes un peuple relativement ouvert aux cultures étrangères. On apprend volontiers des autres. Et je crois que pour nous, l'ouverture à l'Europe ne peut qu'être bénéfique. Si personne ne vient nous montrer des choses, on n'ira pas obligatoirement les chercher ailleurs. On aime bien rester à la maison, au coin du feu. Mais pas Jan Svěrák. Avec son film Kolia, il a remporté un Oscar en 1996. Actuellement, Svěrák travaille à l'animation de son nouveau film, l'histoire de 2 parachutistes de la Deuxième Guerre mondiale, déchirés entre l'amitié, l'amour et l'envie de trahir. Une coproduction germano-tchèque. Mais malgré ces collaborations internationales, on considère toujours les Européens de l'Est comme des gens différents.
Le premier avantage concret, c'est qu'à la frontière, quand je voudrais passer dans un autre pays, je pourrais emprunter la file citoyen de l'Union européenne. On me laissera passer, sans que je sois obligé de faire la queue comme un citoyen de deuxième catégorie. Pouvoir se déplacer librement en Europe, c'est le vœu le plus cher de la majorité des Tchèques. Mais une partie de la population, essentiellement dans les régions rurales, est plutôt réticente à l'adhésion. On craint une augmentation du coût de la vie, du chômage et une concurrence accrue pour l'industrie nationale. Pourtant, 56% de la population est favorable à l'entrée de la Tchéquie dans l'Union européenne. No, že už by tam dávno měli být a dělat všecko proto. Obávám se o české zemědělství. Jsem prožil takových režimů asi 4, takže já jako moc důvěry nemám. No já myslím, že to bude dobře, ale že nás to bude asi ze začátku dost bolet. Otevření trhu s pracovníma příležitostmi, kde vlastně speciálně mladí lidé mají šance dostat se i do mezinárodního prostředí. Depuis 2 ans, Bruxelles et le ministère des Affaires étrangères de Prague mènent les négociations. L'entrée dans l'Union pourrait se faire le 1er janvier 2003. L'Europe est toujours pour moi liée avec l'Union européenne, même que je comprends que l'Union européenne ne couvre pas toute l'Europe. Pour moi, personnellement, je ne vois pas l'autre possibilité que la République tchèque deviendra des États membres, des nouveaux États membres de l'Union européenne. C'est très important que la République tchèque deviendra un État membre le plus tôt possible, mais en même temps le mieux préparé. Même si la Tchéquie remplit les conditions politiques pour devenir membre, la Commission européenne adresse des reproches dans 3 domaines. Le système judiciaire qui a besoin de réforme, la corruption et la discrimination à l'égard des Tziganes. Je pense que toutes les critiques faites à la République tchèque en ce qui concerne la corruption, le racisme ou les rapports avec les Tziganes sont absolument justifiés. Mais je ne suis pas un politicien, je me contente d'écrire des livres. Ce que je peux dire, c'est qu'ici on vit mal, mais que c'est un bon endroit pour écrire, il y a de la matière. Le malheur, c'est que notre République est marquée par 40 ans de totalitarisme. Des choses comme la morale ont été mises à mal par le régime communiste. Mais je crois que ce n'est pas pire qu'en ex-Allemagne de l'Est. Alors je ne vois pas pourquoi on devrait être exclu de cette communauté. Ça voudrait dire qu'on pense qu'on est inférieur, ce que je ne crois pas. Jiří Stevin est le plus célèbre musicien de jazz tchèque. C'est un virtuose de la clarinette, du saxophone et d'un nombre étonnant de flûtes. Parfois, il en joue en privé pour le vernissage d'un ami. Contrairement à beaucoup d'artistes et d'intellectuels de sa génération, comme Milan Kundera ou Milos Forman, Jiří Stevin a pu faire une carrière internationale sans émigrer. Le jazz ne dérangeait pas les communistes. Ils nous ont laissé jouer. Parce que le jazz n'a jamais été un phénomène commercial. Il ne touchait pas un vaste public. Du coup, malgré le communisme, j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. À 33 ans, David Černý, mécontent du gouvernement, se plaît à provoquer. En 1991, il exposait un char peint en rose. Puis il a revisité des monuments connus. En octobre dernier, il a présenté sa version de la statue équestre de Venceslas, le héros national tchèque. Mais depuis quelque temps, les œuvres de ce provocateur ne se vendent plus en Tchéquie et les galeristes étrangers se font de plus en plus rares. L'intérêt pour l'art tchèque a plutôt baissé. Sans doute justement parce qu'après la Révolution, tout le monde disait « Mon Dieu, l'Europe de l'Est, il faut à tout prix voir ça, il faut y aller, c'est extraordinaire !» Tout était fantastique, magnifique, parce que c'était nouveau. Aujourd'hui, cet intérêt a plus ou moins disparu. Cette année, Prague figure parmi les 9 capitales culturelles européennes.
Les Pragois espèrent que cela poussera le public international à s'intéresser à leur patrimoine culturel. Le spot publicitaire vante la richesse historique et la tradition de la culture tchèque. Quant au programme, il tente de renouer avec la gloire du vieux Prague. Elle a connu Prague dans les années 30. La romancière de langue allemande Lenka Reinerova a 83 ans. Dans son célèbre livre « Le café d'une Pragoise », elle fait revivre des amis du Prague d'avant-guerre. Les écrivains Egon Erwin Kisch et Jaroslav Seifert, la comédienne Helen Weigel et bien d'autres. Prague était alors un étonnant creuset où se mêlaient art et littérature tchèque, juif et allemand. On y voyait coexister différentes cultures. Des cultures proches, bien sûr, parce que tout cela, c'était l'Europe centrale. Ceci dit, ce qui m'agace, c'est d'entendre dire continuellement que nous voulons à nouveau faire partie de l'Europe. Est-ce que nous étions passés? Je pose la question. Il suffit de regarder une carte pour voir que, géographiquement, on se trouve exactement au cœur de l'Europe centrale. Le titre de son dernier livre, À la maison à Prague et parfois aussi ailleurs. Ce sont des récits autobiographiques tirés d'une vie mouvementée, marquée par les ruptures politiques jusqu'à la révolution de velours. Les changements qui sont intervenus, le grand bouleversement social, ça a été très soudain. Pas seulement soudain, mais aussi très rapide. Prenez l'exemple de Václav Havel. Dissident, il est devenu du jour au lendemain président de la République. Ce n'est pas facile à digérer. Parce que pour pouvoir aborder une phase nouvelle, je crois qu'il faut vraiment avoir eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé avant. Depuis mars dernier, la Tchéquie est devenue membre de l'OTAN. Si elle cherche de nouveaux partenaires, elle aimerait pourtant conserver son identité. On est à mi-chemin entre l'Allemagne et la Russie. Avec les Allemands, on a en commun un côté travailleur et une faculté d'analyse. Avec les Russes, l'âme slave qui nous permet de nous évader un peu. Cette combinaison est explosive et nous permet de tourner des films émouvants, réfléchis, mais parfois aussi franchement ridicules. On adore ce mélange d'humour et d'émotion. Et ça peut vous plaire. À vous aussi. Les Tchèques regardent vers l'ouest et leur pays est en train de retrouver sa place au sein de l'Europe. Son nouveau film vient de remporter 2 prix en Bavière et son nouveau livre a été couvert de louanges. Doris Deury parle des hommes, des crises de la vie et du bouddhisme. Uwe. Uwe, ich kann dich nicht mitnehmen. Ich kann nicht alleine bleiben. Uwe, komm, du bist nicht allein. Du hast Freunde. Ce qui ressemble à une comédie de mœurs à l'allemande est en fait le début d'un voyage dans l'incertain. Dans Illumination garantie, Doris Deury, réalisatrice de renom, envoie 2 frères, Gustav et Uwe, en retraite bouddhique au Japon. Wo ist es da in China? Das ist nicht in China, das ist in Japan. Normalement, il faut une sacrée gifle. Il faut prendre un grand coup, ou alors franchement une brique sur la tête pour sortir de notre torpeur et nous mettre à réfléchir sur la façon dont nous vivons notre vie. La première étape sur le chemin de l'illumination, Uwe et Gustav l'atteignent bien malgré eux à Tokio. Wir wissen jetzt nicht mehr, wo es weitergeht. Ja. Schneller reden. Guck mal im Wohnzimmer nach. Im Wohnzimmer irgendwo auf dem Tisch muss der liegen. Ja. 750. Ja, beeil dich. Tout abandonné. Eux n'ont même plus l'adresse de leur hôtel. Sie guckt nach. Nee, du, da ist er nicht. Ach, Gustl, lass doch einfach mal los. Anhalten macht glücklich. S'arrêter rend heureux. Also wirklich zu sagen Stopp. Oui, dire stop. Ne pas continuellement se mouvoir dans cette roue de hamster. Se préoccuper de ce qui va se passer demain.
de ce que je vais faire après. Une fois que j'aurai fait ça, je serai heureuse. Quand j'aurai mon examen, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai trouvé l'homme de ma vie, quand. C'est le drame ordinaire de notre vie. Rompre cette dramaturgie et vivre le moment présent. Voilà ce dont il s'agit dans le film. Comme dans le premier roman de Doris Dury, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut une crise existentielle pour extirper les personnages du train-train quotidien avec son stress et ses frustrations. Fred, le héros tragique du roman, traîne lui aussi péniblement sa banale existence. Il tente d'échapper au vide en s'offrant voyages et produits de luxe. C'est vraiment l'invention du Bouddha, ou la découverte de Bouddha. Cette présence ou cet éveil et cette existence dans le présent, dans le moment présent, tout ça est lié au bonheur et aussi à la compassion, à la sincérité. Et je crois que ça vaut la peine d'être raconté. Fred, le héros du roman, part se recueillir dans un monastère bouddhiste du sud de la France. Ce n'est pas qu'il en ait envie. Ce qu'il veut, c'est empêcher que sa fille de 17 ans fiche le camp avec son ami, un lama. Le bouddhisme ne l'intéresse pas, mais alors pas du tout. Pour Fred, les premiers jours dans le monastère sont un pur cauchemar. Pour Uwe et Gustave, les héros du film, c'est du pareil au même. Nettoyer pour l'amour du nettoyage fait partie des rites du bouddhisme zen. Se concentrer exclusivement sur l'action, non sur le but, cela vous aide à vous retrouver. C'est ce qu'a appris Doris Dury pendant le tournage. Aujourd'hui, quand je me sers d'un balai, je m'y prends autrement. Je ne nettoie pas seulement le sol, je purifie mon cœur et c'est quand même bien plus agréable que juste balayer le sol. L'Himalaya, berceau du bouddhisme. De là, la doctrine religieuse de l'illumination s'est répandue sur le monde, jusqu'en Europe. L'élite occidentale, harcelée par son téléphone portable, recherche quiétude et vérité dans la religion de l'Extrême-Orient. Doris Dury a elle aussi découvert l'attrait du bouddhisme. Du schnallst es einfach nicht, ne? Du auch nicht, mein Lieber. Nee, du raffst es nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum... La vie monacale finit par changer les deux frères. Gustave surtout, qui commence à perdre son calme. Pour Doris Dury, c'est le pas décisif vers la lumière, s'ouvrir, laisser la place aux sentiments. Scheiße wie mir, aber ich zeige meine Angst wenigstens, weißt du? Ich stehe da und zeige sie. Après ce cours accéléré de bouddhisme, on est un autre homme. C'était déjà vrai de Fred dans le roman. Fred en avait vraiment besoin. Sinon, il aurait continué sa vie somnolente et serait resté obscurément malheureux. C'est quelque chose que j'observe souvent. Ça me préoccupe beaucoup et ça m'accable souvent, ce malheur latent qui nous entoure. Le bonheur aussi peut être omniprésent, sous la surface des choses. Die Krähe? Ja. Hier gibt's zwei. Ja. Die einen machen das war die eben, und die anderen machen In Tokio sind die aber noch anders. Echt? Du kannst von Ferne, ja? Das sind die Ja-Ja-Krähen. Nein, 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 nein! Hast du dich aber schon ein bisschen verändert, Gustav. Doris Dury tente avec son film et son roman un doublé bouddhique. Le bouddhisme est un enseignement pratique qui vise à faire ressentir les choses et éprouver de la compassion à l'égard de son prochain. Arriver au terme des exercices de méditation bouddhique, c'est être libéré de la peur, accéder à la paix intérieure et à la sincérité. Et ce n'est que par l'exercice continuel que l'on arrive au but, l'illumination intérieure. Selon Doris Dury, ce qui empêche un grand nombre de gens d'accéder à cette illumination intérieure, c'est leur incapacité à admettre les sentiments, la douleur aussi. Dans le livre, le bouddhisme déclenche un véritable chaos de sentiments chez Fred. Le don qu'a Doris Dury pour décrire les petits drames humains avec beaucoup de justesse et d'originalité permet au lecteur de prendre part au voyage initiatique de Fred. Mais ce n'est pas vrai du film. En fait, un film, ça doit être très clair. Pour tout ce qui est un peu compliqué, j'ai besoin de la littérature. En vérité, ce qui semble compliqué pourrait être si simple. S'arrêter et trouver le bonheur dans les petits miracles du quotidien.
C'est à cette condition seulement que l'illumination est garantie. Jan Fabre, artiste universel belge, a encore frappé, cette fois à Londres, et plus précisément au Museum of Natural History. Un résultat plutôt burlesque, les hommes insectes. L'artiste belge Jan Fabre, ambassadeur des insectes, se dirige vers le Museum of Natural History. C'est ici, à Londres, que l'on trouve la plus importante collection d'insectes du monde. Un lieu sacré pour tous les entomologistes, mais aussi pour Jan Fabre, car les insectes sont au centre de son travail. Cet artiste polyvalent a réalisé un projet d'exposition d'un genre très particulier. Il vient de tourner un film en collaboration avec des spécialistes de renom. On peut désormais voir A Consilience, c'est le titre, projeté au beau milieu du musée. Il célèbre la rencontre de l'art et de la science. Consilience est un concept particulier qui désigne la nécessité d'un aller-retour entre différentes disciplines, à partir de faits ou pour le besoin de théories. C'est une tentative pour trouver une nouvelle interprétation de l'art par la science et une nouvelle interprétation de la science par l'art. Je crois que c'est l'un des objectifs. Le savoir des deux domaines doit être partagé sans s'arrêter aux limites de chaque discipline et apporter ainsi de nouveaux résultats. Le musée d'histoire naturelle abrite 28 millions d'insectes. L'artiste et les chercheurs partagent un même enthousiasme et un même étonnement pour les choses de la nature. Les insectes sont fascinants. Quand je les regarde, je les imagine comme des guerriers zen en miniature. Ils s'attaquent très rarement les uns les autres, mais ils passent leur temps à se défendre. C'est pour ça qu'ils possèdent les meilleures armes chimiques du monde, beaucoup plus au point que celles des humains, et bien plus anciennes. Mais ce sont aussi les plus vieux ordinateurs du monde. Ils se sont adaptés à tout, ils ont survécu à tout. Leur carapace est un cocon rempli de connaissances. Là où il y a des insectes, il y a aussi des hommes. Tous deux ont pratiquement conquis l'ensemble de la planète. Et ils ont de nombreux points communs. Une excellente faculté d'adaptation, d'organisation sociale et de prolifération. Pour Jan Fabre, les insectes symbolisent la métamorphose, le passage de la vie à la mort. Dans son installation vidéo, l'artiste flamand a transformé 4 entomologistes en insectes. Comment Martin Brendel, spécialiste des scarabées, a-t-il vécu son nouveau rôle? Ça s'est fait de façon très naturelle. Ayant passé 38 ans à côtoyer des insectes vivants ou morts, j'ai pu très vite me mettre dans le rôle d'un scarabée. Ça a été plus facile que je ne pensais. Je n'ai eu aucun mal à faire des choses un peu bizarres. Ça m'a même donné confiance en moi. Après la première présentation du film, chercheurs et organisateurs sont très satisfaits du résultat. Tout a été assez compliqué, mais pas le travail et la communication avec les chercheurs. Ils sont complètement passionnés par leur travail. Ils sont comme des enfants, émerveillés par la vie et par ce qu'ils font. Ils avaient envie de communiquer avec moi. Au début, ils étaient un peu dubitatifs en voyant les costumes. Et puis ça les a fait rire. Ça les a mis à l'aise et ils ont commencé à raconter des histoires. Le nom de famille de l'artiste n'est pas étranger au bon accueil que les scientifiques lui ont réservé. Son grand-père, Jean-Henri Fabre, fut un pionnier de la recherche entomologique. Quand il fait du théâtre, Jan Fabre recourt aussi à la métaphore des insectes. Sur scène, la carapace de chitine devient un bouclier. Jan Fabre est encore célèbre en tant qu'artiste bic. Avec un stylo bic bleu, il a décoré des objets et recouvert d'assez vastes surfaces. Mais les influences les plus marquantes remontent à son enfance. Je me souviens que le soir, on restait assis pendant des heures à table à discuter. Mon père inventait toujours des histoires. Une fois, il racontait que ma mère avait été enlevée par des Indiens et qu'ils l'avaient sauvée.
Le lendemain, elle était Cléopâtre, et le jour suivant, ça se passait chez les Vikings. Mes parents m'ont transmis cette imagination, ce sens des métamorphoses. Mais aussi un côté critique, la capacité à considérer les choses avec une légère ironie, tout en étant plein d'imagination. C'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents. Jan Fabre situe son travail dans la tradition artistique belge. Bruegel, Bosch, Van Eyck et Magritte sont les modèles de ces œuvres truculentes, pleines de cette ironie flamande. Jan Fabre est un dramaturge, un chorégraphe, un metteur en scène de théâtre, un peintre, un dessinateur et un plasticien de renommée internationale. Il refuse qu'on lui applique la moindre étiquette. Ici, il y a des armoires pleines de larves conservées dans des petites bouteilles remplies d'alcool. Martin Hall, spécialiste des mouches et des larves, s'intéresse plus particulièrement aux parasites. Par exemple, les mouches dont les œufs se développent dans les organes d'êtres vivants ou morts. Portrait du chercheur en mouches. Qu'est-ce qui lui a donné envie de travailler avec Fabre ? J'avais très envie de rencontrer Jan Fabre à cause de sa famille. Quand j'étais adolescent, c'est Jean-Henri Fabre qui m'a incité à devenir entomologiste. J'ai souvent dit à ma femme que j'aurais aimé vivre à son époque pour pouvoir travailler avec lui. En me déplaçant, j'ai commencé à comprendre à quel point les mouches étaient agiles et gracieuses. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les yeux. C'était comme si je ressentais la manière de voir des mouches. Pour parler avec Jan ou faire n'importe quoi, il fallait que je positionne ma tête pour voir correctement. Je devais bouger la tête comme une mouche. Ce projet de vidéo n'était qu'un début. Jan Fabre restera attaché pendant 3 ans au musée comme artiste en résidence pour réaliser de nouveaux projets. Il poursuivra sa quête du sublime et tentera encore de rendre visible l'incompréhensible. La recherche du sublime est toujours liée à une forme de qualité, comme par exemple avec la règle d'or à la Renaissance. Et je crois qu'il faut toujours défendre cette qualité parce qu'elle est très fragile. L'art et la beauté ont toujours à voir avec cette qualité. C'est comme pour le papillon, dès qu'on le touche, il est détruit. Saisir la beauté, c'est aussi la détruire. Jan Fabre se considère comme un serviteur de la beauté et tente de la faire vivre à travers toutes les formes artistiques. Homme-insecte, il métamorphose la science en art et fait de l'art une science. Buchenwald ne le lâchera jamais. Dans son dernier livre, Adieu, vive clarté, il voulait s'en délivrer par l'écriture. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Steffen Willner. Ich bin im Zugchef und begrüße Sie auch im Namen meiner Teams im Intercity Wartburg nach Frankfurt. Jorge Semprún, écrivain espagnol résidant à Paris, est en tournée en Allemagne où il présente son dernier livre, Adieu, vive clarté. Dans le train qui l'emmène en Allemagne, les souvenirs reviennent. Je dirais tout simplement que je ne peux jamais monter dans un train sans penser au train de Compiègne à Buchenwald quelques secondes. Peut-être une minute. Un train, ça évoque toujours pour moi ce voyage. Ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas douloureux. Cela ne dure qu'une seconde. Tout à coup, train, déportation, voyage à Buchenwald. Janvier 1944, Semprún a 17 ans lorsqu'il est arrêté comme résistant français, entassé avec d'autres dans un wagon de marchandises et déporté à Buchenwald, à l'autre bout de l'Allemagne. 16 ans après sa libération, il a décrit cette expérience dans son premier livre, Le Grand Voyage.
Il y a cet entassement des corps dans le wagon, cette lancinante douleur dans le genou droit. Les jours, les nuits. Je fais un effort et j'essaye de compter les jours, de compter les nuits. Ça m'aidera peut-être à y voir clair. 4 jours, 5 nuits. Mais j'ai du mal compter. Ou alors, il y a des jours qui se sont changés en nuits. J'ai des nuits en trop, des nuits à revendre. À chacun son dû. Ce cynisme meurtrier, l'étudiant en philosophie l'abordera avec la volonté de survivre de ceux qui luttent du bon côté. Et comme il est jeune et en bonne santé, il survivra à l'enfer du camp de Buchenwald sur le mont Ettersberg, près de Weimar. J'avais couru dans le long souterrain, pieds nus sur le sol de ciment rugueux, entièrement nu d'ailleurs, nu de pied en cap, nu comme un ver, comme tous les autres déportés de mon convoi qui couraient avec moi. Les latrines du petit camp, un lieu de peur et de liberté. Par peur des épidémies et de la contagion, les SS et leurs auxiliaires ne les accompagnaient jamais jusque-là. Les bâtiments étaient ici. C'est ici aussi qu'étaient les latrines, à gauche et à droite. Il y avait les robinets et là, au milieu, les latrines. Un lieu de rencontre et de résistance. On y récitait des poèmes et on y cachait des armes. Le 11 avril 1945, jour de la libération, elles furent réparties entre les détenus. On les avait introduites en fraude et préparées pendant des années. Et donc, on avait des armes. Pas beaucoup, mais suffisamment. Un peu moins de 100 carabines, des carabines automatiques, des bazookas et aussi des parabellums, etc. Et qu'est-ce que Jorge Semprún a reçu comme arme? Un bazooka. Heureusement, il n'y avait pas de char. Peu après la libération, le déporté Semprún va découvrir Weimar sous un autre jour. Le lieutenant Rosenfeld descend de la Jeep et m'invite à le suivre. Nous marchons vers la petite maison de campagne de Goethe, dans la vallée de l'Ilm, aux portes de Weimar. Un malaise m'envahit soudain. Ce n'est pas de l'inquiétude, encore moins de l'angoisse. Bien au contraire, c'est la joie qui me trouble. Un trop-plein de joie. Je m'arrête, le souffle court. Le lieutenant américain se retourne, intrigué de me voir dans cet état. Les oiseaux, lui dis-je. Les oiseaux, sans doute. La joie soudaine, trop forte de les entendre de nouveau, m'a fait perdre le souffle. Le lieutenant Rosenfeld hoche la tête, après avoir écouté mes explications. Qu'est-ce qui a fait fuir les oiseaux de Lettersberg, demande-t-il. L'odeur du crématoire, lui dis-je. L'odeur de chair brûlée. Sur le mont Ettersberg, aujourd'hui, dans une ancienne caserne SS, sous le toit, une exposition au souvenir des artistes et des intellectuels qui ont souffert au camp de Buchenwald. Parmi eux, Jorge Semprún. Dans presque toute l'œuvre, Buchenwald est présent, jouant généralement un rôle central. Dans Adieu, vive clarté, il a essayé de s'en délivrer et y a réussi en se tournant vers son enfance et sa jeunesse. C'est le récit de la découverte de l'adolescence et de l'exil, des mystères de Paris, du monde de la féminité. Aussi, surtout sans doute, de l'appropriation de la langue française. L'expérience de Buchenwald n'y est pour rien, n'y porte aucune ombre, aucune lumière non plus. Voilà pourquoi en écrivant « Adieu, vive clarté », il m'a semblé retrouver une liberté perdue. Retrouvailles de Jorge Semprún avec l'Allemagne.
C'est ici que sa biographie a brutalement changé de cours. Et cependant, c'est à peine croyable, il a gardé la même vision de l'autre Allemagne. On me dit parfois, mais la langue allemande était la langue des SS. La langue allemande n'était pas la langue des SS. La langue des SS est internationale. Los, los, weiter, weiter. Pour moi, ce n'est pas de l'allemand. C'est une autre langue. C'est la langue autoritaire, la langue fasciste, ce que vous voulez, mais pas de l'allemand. Pour moi, l'allemand, ce sont des vers de Heine, une phrase de Goethe ou une phrase de Marx, du manifeste communiste. C'est ça l'allemand pour moi. Ainsi, j'ai appris en allemand ce qu'il faut pour être anti-nazi. Je n'ai pas de problème avec la langue allemande, ni avec la culture allemande, aucun. Le guide Michelin a fait d'un bourg de la Forêt-Noire le centre culinaire de l'Allemagne. Métropolis sur les traces de la grande cuisine en pleine forêt germanique. Quand on traverse le pays souabe, on ne devrait jamais oublier d'aller faire un petit tour en Forêt-Noire. Pas pour les arbres, bien que l'on ne voit pas souvent autant de si beaux sapins, mais pour les gens. C'est par ces mots que débute Le cœur froid, un récit de Wilhelm Hauff, l'histoire d'un pauvre mineur de Forêt-Noire. De nos jours, on n'entend dire que du bien de Bayersbronn dans le pays de Bade. Il y aurait 3 cuisiniers, 3 maîtres dans leur spécialité. En Forêt-Noire, la bonne chair est de tradition et tout le monde connaît les grands plats de la cuisine locale. C'est halt sehr deftig. Maultaschen. Spätzle. Ja, die Spätzle. Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Schinken. Das ganze Essen ist gut. Alles. Oui, mais Bayersbronn a quelque chose de tout à fait particulier à offrir. Depuis quelques années viennent ici ceux qui veulent se réjouir le palais avec le fin du fin. Bayersbronn est devenu le haut lieu des touristes gourmets de toute l'Allemagne. À Bayersbronn donc, on ne compte pas moins de 3 restaurants qui figurent dans tous les bons guides gastronomiques. Qui dit 3 restaurants dit 3 chefs qui ont chacun obtenu des étoiles décernées par la Bible des fins gourmets, le guide Michelin, et qui compte parmi les grands maîtres queux allemands. Jörg Sackmann. Son restaurant, le Schlossberg, dans l'hôtel de ses parents, a une étoile au Michelin. Quand on est ainsi anobli, est-on cuisinier ou artiste? Je suis d'abord cuisinier. Que l'on puisse établir une relation entre les deux me semble évident. Mais pour moi, la cuisine est un métier artisanal et c'est comme ça que je le pratique. Klaus-Peter Lum tient le bar Reiss et a 2 étoiles au Michelin. Lui aussi est originaire de la région. Cuisiner, ça a un rapport avec la créativité, mais aussi avec la perfection du côté manuel. Un artiste, je crois, a des visions. Il jette quelque chose sur une toile et c'est de la peinture. C'est une histoire unique. Chaque plat est peut-être une histoire unique, mais on peut quand même le reproduire. Nous pouvons le refaire. Les plats sont une œuvre d'art tout en étant le résultat d'un savoir-faire artisanal. 3 étoiles au Michelin et pôle d'attraction des gourmets du monde entier. Harald Wolfart, dans sa brasserie de la Forêt-Noire, Schwarzwaldstube, installée à l'hôtel Traube. En fait, je me considère plutôt comme un cuisinier. Mais je pense que, bien sûr, si l'on fait son métier avec sensibilité et dans une certaine optique, alliée à une certaine virtuosité, on peut dire, dans une certaine mesure, qu'il y a de l'art là-dedans. Le sud-ouest de l'Allemagne est une bonne région pour ripailler. C'est ce que vous diront tous les gourmets. Je crois tout simplement que pour des raisons historiques, la passion du plaisir est plus répandue dans le sud que dans le nord. En Prusse, par exemple, le mode de vie puritain représentait un idéal. Et il faut toujours un peu de temps pour éveiller les gens au plaisir.
Et on a beau progresser, ça reste ancré dans les têtes. Manger, c'est se rassasier. Point final. Alors que nous pensons que manger est affaire de culture et de plaisir. Le voisinage de la France y est pour quelque chose, on sent l'influence française. Après la guerre, nous allions en France, aujourd'hui ce sont les Alsaciens qui viennent chez nous. Sans faire de bruit, cette culture raffinée de la table a su séduire un public allemand. Les grandes villes comme Berlin ou Hambourg comptent 7 restaurants étoilés. Mais 3 d'un coup pour la seule petite ville de Baiersbronn, c'est unique en Allemagne. Et même la grande cuisine est assaisonnée aux condiments de la région. Nous prenons évidemment les produits qui sont à notre portée. L'éventail de produits avec lesquels nous travaillons se trouve essentiellement devant notre porte. Plus les produits sont exotiques, moins ils jouent un rôle par la suite. Tout simplement parce que les produits que nous offrent la région et la nature sont les meilleurs pour nous. C'est ici qu'ils ont le meilleur goût parce qu'ils ont poussé et mûri ici. Le dénominateur commun de ces 3 grands chefs, c'est leur relation étroite avec la nature qui les entoure. La connaissance intuitive de leur artisanat est enracinée dans la tradition de la région. Eau et bois. Ici, plus qu'ailleurs, la nature a ordonné la vie et le travail des gens, et elle le fait encore. À la fin de l'année dernière, l'ouragan, qui s'appelle ici Lothar, n'a pas épargné la forêt autour de Baiersbronn. Mais les gens raffinés ont toujours eu la possibilité de cultiver leur goût grâce à l'influence toute proche de la culture gastronomique française. Nous faisons une cuisine qui nous a été transmise, la grande cuisine française. Mais nous prenons tellement de temps à l'accommoder à notre propre esprit qu'à la longue, je crois que nous avons développé un tour de main qui nous est très particulier. Les influences se sont entrecroisées avec les années, mais j'affirme que l'origine est française. C'est une influence très forte parce que nous sommes tout proches de la frontière française, mais la Méditerranée m'intéresse aussi beaucoup, bien sûr, et aussi la cuisine euro-asiatique. Klaus-Peter Lumpf a gagné des adeptes enthousiastes avec sa cuisine française classique. Absolument, bien manger est absolument important pour nous, les Alsaciens, puisque nous venons régulièrement chez Barreis. On va également, si je compare Barreis, par exemple le restaurant Barreis aux 3 étoiles de Strasbourg, que ce soit le Burriesl, que ce soit le Crocodile, que ce soit le Troll ou d'autres restaurants, sont absolument identiques que, disons, les bons restaurants. Et nous aimons absolument bien manger. Et manger faim. C'est pas la quantité, c'est absolument la qualité qui est importante du repas. La qualité, oui. Oui. Très très belle maison en fait. Oui. Et également, disons, la qualité des vins. Même les célébrités françaises, comme l'équipe nationale de football de 1996, se sont déplacées pour savourer la grande cuisine de Baiersbronn. 3 grands dans un tout petit endroit, et pourtant chacun y trouve son compte. Si nous devions nous disputer la clientèle avec des petits restaurants, le marché n'existerait pas. Ce serait une concurrence négative. Les 3 maisons à étoiles qui sont installées à Baiersbronn dynamisent et attirent la clientèle. C'est un complément idéal. Je veux dire que la clientèle vient en vacances, elle reste plus longtemps. Un client est souvent tenté d'aller voir ce qu'on lui propose dans la maison d'à côté. C'est une excellente façon de se compléter. Sur le plan culinaire, vous pouvez passer ici un week-end sensationnel dans tous les domaines de la grande cuisine et je pense que c'est une belle aventure. Affaire de gourmet, harmonie à 3 temps, c'est peut-être cette sérénité alliée au plaisir de la bouche qui fait la réputation grandissante de Baiersbronn. Bon appétit. Guerre et combat des sexes à Braunschweig. 40 danseurs vont occuper la scène des mois durant pour un vaste projet. War, Reflection et Peace, une trilogie dansée. Torture psychologique, violence physique, la guerre. Une scène de War. Pour les danseuses du ballet de Braunschweig, c'est bien plus qu'une étude sur le mouvement. Ici, la dynamique de 2 danseuses s'impose à une 3e. Les chorégraphes voulaient que cette scène soit forte, mais glaciale, sans aucun sentiment, comme des machines dans une usine. Tous les jours, la même mécanique. C'est ce que j'essaye de faire passer. War, impression de guerre composée par Pierre Wyss, directeur de la danse à Braunschweig, et Antonio Gomez, chorégraphe de Genève. La guerre est d'abord dans nos têtes.
tel est le postulat de nos compositeurs chorégraphes. Pour véhiculer cette idée, un soliste. Je personnifie l'idée de guerre, je suis la guerre. Je n'ai qu'un but, je représente les lois de la guerre, je n'ai pas de sentiments. Ainsi la guerre chemine-t-elle entre les hommes et les femmes sans discontinuer, immuablement. Dans War, pas de gestes délicats et gracieux. Les mouvements intimes ne tombent pas pour autant dans la caricature esthétisante. La danse reste subtile. La guerre intérieure sous ses différents aspects défile devant le spectateur. Toujours le même message, l'homme se bat pour ses propres idées. On doit se battre pour beaucoup de choses, pour un homme, une femme, un travail. Pour moi, la vie, c'est parfois comme une guerre. Quand la guerre s'intensifie, il ne reste plus que l'exode. L'homme seul avec lui-même prend la fuite, avec ses propres souvenirs pour seul bagage. Chaque pierre a son histoire, et les règles de la danse imposent une action propre à chaque corps en mouvement dans cette scène de foule. Dans sa fuite, chacun rencontre sa propre mort. Même celui qui est pris au piège de sa propre guerre. Mais sur scène, c'est l'unique survivant. Ce ne sont pas des images de guerre, ce n'est pas la reproduction de situations de guerre. C'est la traduction des sentiments que nous éprouvons en tant qu'artistes vis-à-vis de la guerre. Sur une musique d'Arvo Pärt, la lutte de deux hommes pour le pouvoir jusqu'à l'absurde. Les danseurs sont comme deux sous-motories. On répand de la terre, le combat est impitoyable, infini. Pas le moindre signe de paix. Une question inéluctable, celle de la délivrance. Le travail le plus exigeant pour les chorégraphes. La guerre peut être une description de la violence. Toutes ces choses atroces comme le génocide, l'exode, l'exil. Mais quand on parle de paix, les choses sont beaucoup moins concrètes. Il existe plusieurs issues, mais quelle est la voie à suivre? Voilà le problème. Et ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas à Pierre de le dire. Il faut qu'ensemble nous essayions de trouver une solution. Pour cette pièce, aucun des deux ne voulait trouver la solution. La lumière n'atteint la scène que par une seule lucarne. Mais pour les danseurs, pas d'issue, pas de dénouement, pas de solution. C'est volontairement que les artistes laissent le spectateur dans l'expectative. La voix se perd en allusion. Pour les chorégraphes, guerre et paix alternent, c'est un cycle incessant. L'homme et la guerre, l'homme et la mort, une métaphore lancinante. La fin du ballet est un enfer musical et dansant à couper le souffle. La cantate de Faust, cette arrivée de Schnittke, accompagne un solo diabolique. La voix qui symbolise la guerre et exige la mort. À la fin, ils mourront tous. Après 2h30, le spectateur est sidéré, épuisé, comme s'il avait lui-même pris part à une guerre. La semaine prochaine, Métropolis viendra de Paris, de la 7. Au sommaire, un portrait de Tamara de Lempicka, peintre art déco polonaise, star des années 20 et 30, une interview de Yasmina Reza, qui a publié son premier roman à l'automne, Une désolation, et écrit Le pique-nique de Lulu Kreutz, qui vient de sortir dans les salles, une rencontre avec Woody Allen et Tim Burton à l'occasion de leur dernier film, et la visite du Musée des Beaux-Arts de Tours dans la série À vos musées.
instant. La véritable histoire de Moïse ressemble plus à sa légende qu'on ne le pensait. Vous le verrez juste après la lecture de la lettre. Le courrier. Nous déplorons les lamentables adaptations d'opéra. Par exemple, les Carmina Burana, La Belle Hélène et l'enlèvement au sérail de Mozart, qui se serait retourné dans sa tombe s'il avait vu cela. Ces mises en scène sont ridicules et ineptes. Faites-vous cela pour satisfaire quelques snobs ou intellectuels ? Il serait judicieux de faire un petit sondage parmi vos téléspectateurs amateurs de musique, car je ne suis pas la seule à ne pas apprécier cette modernité. Suzanne de Mâcon. Chère Suzanne, de sondage, nous n'avons pas besoin, car nos téléspectateurs nous envoient spontanément leurs réactions, élogieuses ou fâchées. Il en faut pour tous les goûts. Ne nous boudez pas trop. Mercredi. Arte fête l'année bac aux folles journées de Nantes dans Musica, avec le magazine Diapason et Télérama, mercredi à 21h50. Jeudi. On a rarement toutes les chances de guérir du cancer, mais toujours quelques-unes. Et il faut les saisir avec toute l'énergie et tout le courage qui reste pour se battre. Se battre encore et encore pour un jour pouvoir vivre comme avant. Théma, jeudi à 20h45. Vous allez voir maintenant que la véritable histoire de Moïse ressemble bel et bien à ce qu'en disait la Bible. Encore un petit creux après toutes ces émotions. Alors voilà de quoi vous faire tenir jusqu'à demain, tout de suite. Ce soir, Corpus Christi, le corps du Christ. Parce qu'elle a rencontré Dieu, Thérèse veut rentrer au Carmel, bien décidée à affronter la souffrance et le doute. Un film d'Alain Cavalier. Parce que sa voisine lui tape sur les nerfs avec son violon, Christian Mayer décide de faire appel à une société de, disons, de nettoyage. Court-métrage. Parce qu'il adhère aux théories nazies, un employé au four crématoire municipal assassine sa femme et ses enfants. Un film tchèque, macabre, expressionniste. Quelques toiles. Thérèse à 20h40, service à 22h10 et l'incinérateur de cadavres à 22h20. Arte, dessine-moi l'hiver. Février, à la voile et à la vapeur. Papa Wemba et Marcello Mastroianni. Le meilleur de Schlöndorff et le pire des momies. Le grand Ray Charles et les petits bébés. Un père épaisse, Charles Quint en théma et Gisèle en tutu. Bref, Arte est fier de l'être. Et si maintenant nous glissions un œil dans les coulisses de la scène culturelle. Les produits dérivés volent au secours des musées.
Grâce à la vente d'affiches, de sous-verts ou encore de foulards à l'image d'une œuvre célèbre, les musées ont développé une source de financement non négligeable. Tout cet ensemble de produits culturels a connu un développement considérable depuis 10 ans. On peut dire que le chiffre d'affaires qui atteint aujourd'hui une hauteur d'environ 500 millions de francs de chiffre d'affaires commercial pour la réunion des musées nationaux, c'est un chiffre qui a été décuplé, vous voyez, en une dizaine d'années. Un marché porteur qui pourrait grandir indéfiniment selon les professionnels de ce salon de l'objet culturel qui se tient jusqu'à samedi à Paris. L'art s'est branché. L'art est à la mode. De plus en plus de gens viennent dans les musées et grâce à cela, ce marché va continuer à croître. Qu'il s'agisse d'art ou simplement de souvenirs pour touristes, une chose est sûre, les recettes commerciales se multiplient, même si cet apport financier reste minime par rapport au budget d'ensemble. Un musée très fréquenté, comme le Louvre, en tire moins de 4% de ses recettes. La tendance favoriserait surtout les musées de taille moyenne. Mais selon les professionnels, la tendance répond autant à un impératif financier qu'à une réelle demande du public. La vente d'objets, c'est à la fois un revenu, mais c'est aussi une demande du public et c'est aussi, à mon avis, un très bon instrument de fidélisation du consommateur, visiteur de l'exposition. On achète quelque chose dans un musée, il est chez soi, on reviendra dans ce musée. Le visiteur de musée devient donc un consommateur comme un autre. Mais la RMN, Réunion des musées nationaux, qui gère une cinquantaine de boutiques de musées, estime que cette nouvelle activité reste dans l'esprit de sa vocation première. Je ne crois pas qu'on aille au-delà de notre mission. C'est-à-dire que nous devons promouvoir pour le public toute forme qui lui permette de mieux connaître les objets et qui donne envie de découvrir nos collections. Donc quand on fait des guides, quand on fait des objets, des moulages, quand on fait des CD-ROM, quand on fait des vidéos, on est complètement dans cette mission de diffusion culturelle. La RMN reste formelle. Si elle ne s'occupait pas de ce nouveau créneau commercial, d'autres le feraient à sa place. Une tendance qui risque de s'accentuer dans les années à venir. Reste à savoir si elle encourage le public à passer autant de temps dans les commerces des musées que dans ses expositions, et s'il prête autant attention à l'original qu'à la reproduction. Le courrier. C'est avec une grande attention que nous vous avons accompagné dans votre voyage sur le mur de Chine. Mon nom de jeune fille est Mortier, et l'une de mes obsessions est la solidité des mortiers de l'Antiquité. Avez-vous plus de précision quant à la composition du mortier qui a servi à jointoyer les briques du célèbre mur? Si j'ai bien compris, ce mortier est fait de chaux, d'argile et de farine de riz. Mais dans quelle proportion? Madame C. de Nice. Ah, vous êtes nombreux à nous écrire pour nous faire partager vos passions. Mais pour ce qui est du mortier, nous séchons. Si quelqu'un peut renseigner Madame C, nous ferons suivre. Merci. Prochainement,